Ça tourne? On n'a pas fait le clap? Est-ce que ça tourne? Bah justement. C'est à la fin. Ça tourne tout le monde? Non, c'est au début. Tu as raison, c'est moi. Voilà, c'est là. Voilà. Non, Ça il a dit tourne. à la fin quand on aura terminé. Voilà. Là tu peux venir faire le clap, tu te mets devant lui. D'abord, il est de nous à la fin là. C'est dans Fais le plus fort, sens. refais-le. Ah, là, ça Tu va. dis interview Michel et tu fais un clap bien. Interview Michel. Voilà. Après le parapluie, bah, on peut faire sans parapluie. Ça te- Ouais, c'est pas grave. On laisse le parapluie. Mais non. Michel. Commence, vas-y. Pouvez-vous vous présenter? Moi, je suis Michel Reynaud. J'ai près de 80 ans et je suis retraité. Et je suis un passionné de la ligne de chemin de fer entre Vritet, Fougères, Mouilleray. Ça fait une vingtaine d'années que j'étudie cette ligne, que je recherche des documents, des photos. Et donc, j'ai quand même une connaissance de cette ligne assez poussée maintenant. Où sommes-nous ici? Saint-Brice-en-Cogle est maintenant commune de Mennereau. Et ici, on est sur la gare. Alors avant, il y avait une gare à côté qui a été détruite. Et ça, on a du mal à savoir quand et pourquoi elle était détruite. Quel est ce bâtiment derrière vous? Un château d'eau. Alors, un château d'eau, c'était un bâtiment qui servait à alimenter en eau les locomotives à vapeur. Quand cette ligne de train a-t-elle été créée et pourquoi? Alors, elle a été créée en 2 fois, de Vitré à Fougères en 1867, qu'elle a été inaugurée, et celle-ci ici en 1872. La première ligne n'arrivait pas au Mont-Saint-Michel. Il faudra attendre 1940 et la création d'un tramway entre Pontorson et le Mont-Saint-Michel. Et qui transportait-on? Alors, la tangue. La tangue, à l'époque, c'est le sablon de mer qui est la vase un peu là-bas et qui était employé par les agriculteurs. À cette époque-là, il n'y avait pas d'engrais. Les engrais chimiques n'existaient pas. Il y avait 2 solutions, où ils mettaient de la tangue ou ils mettaient de la chaux vive. Or, la chaux, il fallait la payer. La tangue, elle était gratuite. Donc, il n'y avait que le transport à payer. Et au départ, ça a toujours été le moteur du premier projet de chemin de fer. Ça a été de transporter la tangue du Mont-Saint-Michel ou de Pontorson. Et pourquoi est-il important de conserver ce château d'eau? Là, c'est une histoire de mémoire, parce que ce château d'eau, il y en avait 5 sur la ligne, il n'en reste plus qu'un. Et c'est celui-ci. Donc on veut le conserver, parce que c'est pour garder une trace de la ligne de chemin de fer et de l'attraction à vapeur à une certaine époque. Et donc pour conserver ce château d'eau, comment ça se fait qu'il soit resté jusqu'à nous alors que la gare par exemple a été démolie? C'est un miracle. C'est un miracle, c'est tout simplement ce château d'eau. Le propriétaire de la maison qui est à côté avait vu ce château d'eau, il avait appris qu'il était peut-être à vendre. Donc il a contacté la SNCF pour acheter le château d'eau, pour en faire une cabane à outils. Donc ils ont réussi à lui vendre en lui faisant promettre qu'il allait casser la cuve, chose qu'il n'a jamais faite. Et puis après, disons qu'à un certain moment, il s'est dit « mais qu'est-ce que je vais faire de ce château d'eau? Moi, il ne m'intéresse plus ». Il l'a proposé à la commune, qui l'a racheté. Et c'est pour ça qu'il est encore là. Autrement, il aurait dû être cassé comme la gare. Vous avez écrit un livre sur l'histoire de la ligne. Oh, j'ai écrit un petit bouquin, au moment des 150e anniversaire, oui. On a écrit un petit livre sur la ligne, quoi, pour relater un peu son histoire, quoi. Mais c'est très succinct. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter? Non, moi je te dis, la seule chose, c'est que si vous êtes intéressé, je peux vous faire un jour une petite, avec le diaporama, vous raconter l'histoire complète de la ligne, quoi. Très bien. Merci. À bientôt. Bon, voilà, à bientôt. Vous avez pris place à bord du train à destination du Mont-Saint-Michel. Ce train desservira les gares de Tremblay, Entrain, Pontorson, Moidray et notre terminus, le Mont-Saint-Michel. Attention à la fermeture des portes, attention au départ. Est-ce que tu viens te présenter et nous dire où tu habites et ce que tu aimes dans la ville? Bonjour, je viens de Menrock, donc plus précisément de Saint-Étienne. Donc aujourd'hui je suis un élève au collège et je vais à Coglado pour mes loisirs. Et qu'est-ce qu'on a fait les jours derniers là? Là je suis un projet Road Movie où on apprend à découvrir le patrimoine en faisant du vélo pendant 3 jours.
Du coup, on est allé voir le Mont-Saint-Michel, on a fait du vélo de Saint-Étienne, non de Saint-Brice jusqu'au Mont-Saint-Michel et on a séjourné dans une petite auberge. Mais sinon, ouais, c'était une bonne ambiance, on a bien rigolé. On a fait des pauses à différents endroits pour interviewer des gens qui ont un rapport avec le patrimoine, le Mont-Saint-Michel, la voie ferrée. Et on a rencontré qui par exemple? On a rencontré Michel qui nous a présenté le château d'eau à côté de Saint-Brice. Et on a vu d'autres personnes aussi. Ouais, laquelle rencontre t'a le plus marqué? J'ai bien aimé Norbert. Ouais, il était drôle. C'est qui Norbert? Tu nous racontes un peu Ah, j'ai oublié son histoire, mais il cuisait des pommes. Attends, il faisait quoi? Du jus? Non, il faisait du cidre. J'ai oublié ce qu'il faisait. Oui, il faisait cuire des pommes dans sa cheminée. Et ouais, je crois qu'il a fait la guerre aussi. Oh, j'ai plus trop son histoire en tête. Est-ce qu'on peut nous amener un petit parapluie? Sur le vélo là? Amenez les deux! Je suis Norbert Bigot. Vous voulez garder le parapluie ou pas? Non, vaut mieux Non. pas. Ça sera plus joli. On recommence, Oui. Vas-y. Je m'appelle Norbert Bigot. J'habite 4 rue de la Gare, pas 4 rue, 4 la Gare de Tremblay. L'ancienne distillerie dans le temps. L'emplacement de l'ancienne distillerie qui existait entre les deux guerres et qui était très importante à l'époque parce qu'on n'était pas loin de la Normandie. Si bien il y avait les Bretons et Normands qui apportaient les sites. Les pommes par au bout de la maison là-bas. Et après, les pommes arrivaient là. Là, il y avait un barrage. C'était très compliqué à l'époque. On voit encore ils barraient la rivière avec une vanne, là, vous voyez. Alors l'eau, ça permettait de monter l'eau assez haut. En déchargeant les pommes là-bas, l'eau les entraînait jusqu'à là. Et il y avait encore les fosses. Moi, je les ai bouchées. C'était les fosses. Et après, ils tiraient toutes les pommes, elles arrivaient au broyeur, là. Donc sous les hangars, il y avait les broyeurs et ensuite... Et après, le cidre était mis dans les citernes qu'on va aller voir là. Très important. Qu'est-ce que cette grande cheminée derrière vous? Alors, soi-disant, la cheminée servait, comme il y avait énormément de... les pommes compressées, si vous voulez, ils ne savaient pas quoi en faire. Elle a dû énormément de tirage et tout brûlé par là. Et à l'époque, on parlait déjà de la pollution, il fallait dépasser le niveau du terrain haut. C'était beau à l'époque. Hein. Et cette cheminée, elle fonctionne encore? On peut encore faire du feu? Ah oui, oui, moi je vais pas un briquet là. Ah oui, oui, c'était... Ah oui, oui, c'était énorme à l'époque. Regardez ça comment c'est. Ah, c'est quoi ça? Ah ben c'est tâte. On va peut-être pas parce que c'est mouillé. On aurait pu aller dedans quand même, attendez. On va y aller dedans, tant pis, on prend le risque. On est déjà mouillé. Hop. Mais c'est alors vous voyez là, c'était déjà très astucieux à l'époque. Attention, si vous passez, de ne pas tomber. Hein. C'est marqué 700 hectolitres. Il y avait un globe, vous savez, comme un thermomètre. Il savait ce qui restait dans le col de pommes, de cidre là-dedans. De cidre. On peut regarder comme ça, ouais, c'est important quand même. Hein. C'était quand même une grosse quantité hein, à l'époque. Hein. Et il y en a combien? Alors 8 de 700 hectolitres, multiplié par 100 litres, ça fait... Ouais, 700 x 100, 70 litres, x 8. Ah oui, c'est ça. X 7. 8 x 8, ça fait 50... 8 x 7, 54. 54. Ça a du mal, 540 000 litres. Ça fait transformé en alcool, parce qu'à l'époque, l'alcool, c'était de l'or à l'époque. Et la gorge, je pense qu'elle servait, mais les citernes arrivaient carrément à côté, avec des tuyaux, ils remplissaient les citernes. Voilà. C'est dommage qu'on ne la voit pas tourner. Hein. Ça fait longtemps, ça. Vous n'étiez pas né, vous. Hein. Non, c'est sûr. Si je pouvais allumer le feu dedans. Vous avez 5 minutes, là, non? On va muer du papier, vous allez voir, ça tire. Et tout ça, là, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est quoi, tout ça, là? Matériel, baratte normande, bretonne plutôt, cage à cochon, un ancien pressoir, bah oui, c'est un pressoir de ferme dans le temps celui-là, il est un peu caché. Et vous êtes aussi un peu collectionneur, non? J'étais collectionneur, oui. Comme je suis né dans une ferme, j'avais tous les objets de la ferme. Bon, on a voulu monter un musée, on
conservatoire. Le conseil général nous a aidés, mais on n'a jamais pu trouver un bâtiment. Ben, les enfants ne sont pas trop là-dessus. Ben, j'ai vendu à peu près tout. On va revendre tout. C'est dommage. Sinon, ça aurait été l'endroit idéal. Là. Faneuse et une deuxième racleuse. Tout ça entraîné par des chevaux. Hein. Attends, je vais chercher du papier, les enfants, pour foutre le feu là-dedans. Ça doit fumer en haut, non? Non? Et on voit où le vent il vient. Hein. Elle fait... Oh merde, le papier part, on est brûlé. Elle fait combien? J'ai dit 28-29 mètres de haut. Hein. Et dépasser le niveau du terrain d'ailleurs. Bon, tant pis, on ne devrait pas faire ça, mais bon, c'est pour faire voir. Hein. Ah, c'est interdit de base. C'est pas recommandé de faire ça. Vérification terminée, je mets le doigt dans les hélices. Notamment. Alors, en mode normal, on va aller voir le marais. Oh non, mais lui, il a plus de... Oh, ok. Moi, je cherche la route. Marin m'a l'air manuel. Putain, on n'arrive pas à la tourner? Ouais, tu vas rouler comme ça, mon lapin. Ah, la là. Ouais, je vais faire une matisse. Montez le pneu, on est bien? Ouais, c'est bon. Ôtez la chambre à air. Oui. Identifiez la zone percée. Ouais, à l'aide de la râpe, tu râpes et tu grattes légèrement la chambre. Quelqu'un va gratter la chambre. Puis appliquer une petite touche de colle de dissolution. Quelqu'un prend le temps, 5 minutes. Ah ouais. C'est pas grave, avec Simoni. Regarde, on voit les bulles. 5, 6, 7, 8. Par contre, ça va vraiment couler partout. Hein. Mais non. Donc vous comptez jusqu'à 300, non? C'est ça? Pour faire 5 minutes? 14, 15, 16, 17. Je vous explique, c'est bon? Alors si vous voyez bien, du coup il y a plusieurs vannes. Ça c'est une vanne et ça c'est un autre truc bizarre. Ok? Et cet autre truc bizarre, ça s'appelle une passe à poisson. Il faut s'imaginer qu'un phoque veau marin, qui fait à peu près 100 à 150 kg, il peut passer. Il passe tranquille même. Du coup il traverse, hop, et il va dans le Couesnon. Du coup, cette passe à poisson là par exemple, là elle n'est pas en action. Elle est fermée parce que les vannes elles sont ouvertes. Du coup, l'eau, elle passe, circule comme elle veut sous le barrage. L'eau, quand elle monte, l'eau de la mer, elle emmène plein de sédiments, du sable, des branches, du sel aussi, parce que l'eau, quand elle monte, elle est très chargée en sel. Du coup, on va bloquer cette eau-là. Du coup, elle va venir taper contre la vanne. Et tous les sédiments, toute la grosse charge de sédiments, elle va tomber au sol. Elle va tomber sous le barrage, en dessous, sous nos pieds. Une fois que ce sera bon, 1 heure avant la pleine mer, on va ouvrir un peu la vanne pour laisser l'eau qui est en haut, qui a perdu ses sédiments, passer dans le Couesnon. En gros, elle va pouvoir passer par-dessus les vannes et monter dans le Couesnon. Une fois que c'est bon, on va ouvrir la vanne. Et là, en fait, tous les sédiments qui ont été bloqués pendant la marée haute, ils vont être chassés avec la force du Couesnon. Ils vont être chassés sous le barrage. Du coup, tout ce qui était sous le barrage, ça va partir dans les bras du Couesnon qui divague autour du Mont Saint-Michel. Et c'est ça qui permet l'insularité du mont.
Interview maire 1. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Jacques Bonneau, je suis maire de la commune qui s'appelle Le Mont-Saint-Michel. Et vous êtes ici, dans la petite école, dans la cour de la petite école. Derrière, vous avez le préau, vous avez la classe, et au-dessus, vous avez l'abbaye, et en bas, le village. Donc ça a toujours été une commune à part entière. Et ce que vous voyez ici, le rocher, c'est 3% du territoire. Et les 397 hectares sont sur le continent. Et ici, c'est une petite partie du territoire. Il y a combien d'habitants? Vous êtes combien d'élus? Alors, en habitants, je ferai simple, parce que les chiffres sont toujours variables, mais 30 habitants. À peu près 15 sur le rocher. Et lors du confinement en 2020, lorsque nous étions en charge de la sécurité, nous avons recensé tous ceux qui étaient présents sur le mont, il y en avait 17. Donc, mais pour ça, je dirais 15, et 15 sur le continent. Et en élus, dernières élections, on devait être à 88. 88 électeurs sur la commune. Et au conseil municipal? 7. Nous, je dirais, on est une commune entièrement, comme toutes les autres communes, sur la même base, avec les mêmes contraintes, la même législation, les mêmes lois, avec une notion supplémentaire de représentativité de ce lieu qui mérite qu'on s'intéresse à lui, qu'on le préserve, qu'on le préserve de façon à le passer aux générations futures, à vous, les jeunes, dans de bonnes conditions. Donc nous ne sommes que des passeurs. Nous recevons un bien de nos parents, qu'on soit issu ou pas du Mont-Saint-Michel, on doit le préserver, l'embellir et le transmettre à vous, les futures générations, dans de bonnes conditions, que vous puissiez en bénéficier et vous aussi, par la suite, le transmettre aux générations futures. Ça fait combien de temps que le Mont-Saint-Michel il existe? Mont-Saint-Michel, en tant que tel, l'histoire veut qu'il soit créé en 709. Mais bien avant, il existait déjà. Le rocher en tant que tel, c'est là vous voyez l'abbaye, mais le rocher en tant que tel a toujours été un lieu de culture et d'adoration. Eddy voulait savoir pourquoi il y a autant de Japonais. Alors, je dirais qu'il y a une notion de similitude avec le deuxième site le plus visité du Japon, qui est Miyajima, avec qui nous sommes jumelés, et qui est un peu la même configuration. Alors eux, c'est une adoration d'un dieu qui n'est pas le même que le nôtre, hein, mais c'est un temple qui se trouve en pleine mer, et la porte qu'on appelle le Tori, et qui est envahie par la mer à marée haute, comme chez nous. Et donc il y a cette similitude de culture. Et c'est pour ça qu'on appelle le pays du soleil levant. Les Japonais, on les voit le matin, à 5h, 6h du matin, ils sont là. Parce que le lever de soleil au Mont-Saint-Michel, c'est 10 fois plus beau qu'un coucher de soleil au Mont-Saint-Michel. Coucher de soleil, tout le monde dit « Oh, coucher de soleil ». Coucher de soleil, ça dure 3 minutes. Coucher de soleil, coucher, il n'y a plus rien. Un lever de soleil, ici, côté est, on avait pour 1 heure, et vous avez les couleurs qui changent. Mais ça, c'est une culture que les Japonais ont. Ça dure 1h30, quoi. C'est magnifique, quoi. Donc venez le matin à 5h30. Moteur. Action. C'était bien? Qu'est-ce qui était bien? Ce qui était bien surtout, c'est l'aboutissement d'un projet, d'un tel projet. C'était la première fois avec le service jeunesse, qu'on partait sur un projet qui sortait un peu du cadre d'un loisir. Et donc amener les jeunes sur autre chose, sur de la réflexion. Donc, et puis allier sport, faire du vélo à patrimoine, voilà. Et ici, on se retrouve au lavoir d'Antrain, c'est ça. Ça c'est intéressant parce que ça montre que le patrimoine il est pluriel. Quand on a un lavoir comme ça, c'est du bâti, on le voit, c'est visuel et tout, mais c'est pas que du bâti. C'est aussi une transmission des savoir-faire. On avait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 80, des lavandières qui venaient laver le linge. Et ça c'est toute une tradition. Ces dames-là souvent elles parlaient aussi en gallo. Voilà, une autre tradition, un autre patrimoine. Donc en général, derrière un patrimoine bâti, il y en a d'autres. D'où l'intérêt du travail que vous êtes en train de faire aussi, qui est un travail de transmission et de mémoire. C'est la base, le socle. Et qu'est-ce que tu penses que ça va leur laisser dans la tête, ce truc? Ben,
Ça pourrait leur laisser la trace du patrimoine, puisqu'on en parlait encore tout à l'heure entre chaque interview. Il y en a, ils ne savaient pas ce que c'était le patrimoine avant de venir, quoi. Bon, au début, je connaissais la galette saucisse. Après, là, du coup, maintenant, je connais Norbert. Il fait partie du patrimoine. Parce qu'il connaît plein de trucs. La distillerie. Le patrimoine, c'est immense, c'est super varié, en fait. Mais ouais, du coup, ça me parle beaucoup plus. Non, en vrai, je pensais pas à la ligne de chemin de fer et elle était aussi vieille. Enfin, et puis, découvrir aussi l'histoire du Mont-Saint-Michel, c'était bien. Parce que moi, je sais que j'y suis allée 1 ou 2 fois dans ma vie et c'était quand j'étais petite. Et du coup, voir le Mont-Saint-Michel, son histoire, etc., ça m'a plu. Ça servira à quoi de lire des livres comme ça pour dire « Oh, ils faisaient ça à l'époque ». Faut des choses enterrées dans le sol, construites. C'est pété dans le sol, du coup, comment on avance dans les futurs? Parce que si on a construit ça dans le passé, c'est comme ça qu'on évolue. Hein. Si on n'a plus rien, on construit plus rien et il n'y aura rien dans le futur, quoi. Je pense que c'est un futur qui va se construire avec le passé et qu'on a besoin du passé pour construire le futur, mais qu'il faut le conserver précieusement. C'est vrai que j'étais plus venu pour les potes, mais il y a des trucs qui étaient assez intéressants quand même. Un peu toutes les versions différentes du patrimoine de chaque personne qu'on a interviewée. C'est un bon petit groupe, hein. Ils sont très intéressés par ce qu'ils font. Et je pense qu'ils ont pris le projet à cœur, ça les a vraiment... Puis le fait de faire du vélo aussi, ça les a motivés par le Mont-Saint-Michel. On n'était pas trop loin, donc ça va encore. Et c'est vraiment eux qui ont fait les interviews. Donc ils ont été aidés par toi, mais... Souvent, quand on a un projet comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir aussi un groupe qui est déjà groupe. Il y a du vent ? Il y a toujours du vent là ? Ce groupe-là, on sent que c'est un groupe qui se connaît bien, qui s'aime bien, c'est une bande de potes. Mais en même temps, ils sont tous assez différents. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que des fois, ils étaient contents d'être peinards à rien faire. Ils n'étaient pas toujours pignés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'ennuie et tout. Et au moment des tournages, c'était vachement bien pour ça aussi, quoi. Ils n'étaient pas figés dans leur truc. On a préparé des questions, mais à chaque fois, on a adapté. Et quand il a fallu improviser, parce qu'on n'avait pas prévu d'interviewer telle personne, ils étaient carrément en mesure d'improviser l'interview parce qu'ils avaient compris les enjeux du projet. Mais là, voilà, d'essayer des trucs un peu différents, un peu casse-gueule peut-être. Rencontrer des gens, je sais pas, on est allé voir Norbert parce que c'était une intuition, ça semblait intéressant ce truc de la cheminée, de la distillerie et tout. Au début, je croyais que c'était le gars qui habitait dans la gare, il allait nous dire des trucs sur la gare et tout. Mais en fait, c'était beaucoup plus intéressant que ça. Et c'était une surprise. Et c'était vachement bien. Et le fait qu'il soit collectionneur, et le fait qu'il veuille nous allumer la cheminée de 28 mètres à la fin, c'est des rencontres qu'on fait pas non plus quand tout est complètement big. Et puis il y avait aussi la souplesse de se dire, demain matin, on se réveille à 5 heures, on va filmer le lever de soleil. C'est se retrouver entre eux aussi, parler. Je crois que sur ce séjour-là, même le vélo a permis ça. C'est qu'on n'a pas tout le temps fait du vélo à côté de la même personne. On a pu parler, mais moi j'ai pu apprendre des choses sur des jeunes que je connais depuis 5 ans, mais on n'a jamais eu le temps de parler de ça. Et là, voilà, quand on fait 15, 20, 30 km, ça permet aussi de découvrir une autre facette des jeunes. Et non, on n'est pas obligé de tout le temps animer, quoi. Je pense que le rien faire, entre guillemets, peut avoir sa place aussi par moment, quoi.